Tire-livre, atelier d'écriture, un cycle qu'on a appelé Progression. C'est la 10e proposition. Là, on vient de se faire une petite récréation hors série sur Ponge et les objets. On revient au premier fil. Et la question du dialogue. Pour moi, c'est un truc qui m'avait amusé il y a quelques années en feuilletant dans une librairie un manuel de français pour les lycées. Phrase qui venait comme ça: le dialogue est la forme la plus immédiate et la plus... non, mais c'est pas la plus facile, c'est le contraire. C'est le plus funambule, c'est le plus difficile. Simplement, parce que si on veut travailler le dialogue, est-ce qu'il ne faut pas faire marche arrière? C'est-à-dire, dialogue pour toi, c'est quoi? Comment ça marche? Ah ouais, ouvrez les guillemets, un personnage, un autre personnage. Ou bien, virgule, dit-il. Ou bien, deux points à la ligne, tirer, etc., etc. Qu'est-ce qu'on fait dans la vie? On en parle. Il n'y a que dans les vidéos, on fait plus du monologue que du dialogue. Mais il y en a plein dans les livres, là aussi, des super bons exercices à faire sur le monologue. Bonjour monsieur, bonjour madame. Vous prenez quoi aujourd'hui? Ce sera une baguette tradition, 1,15 €. C'est du dialogue. Quand on lit ça, par contre, ça s'écroule. C'est pas comme ça que ça se passe. Reprenez donc un peu Stendhal, dans le Rouge et le Noir, dans la Chartreuse. Toutes les 8-10 lignes, la façon de raconter l'histoire change. C'est des petites facettes, des petites facettes. Et dès que ça parle, eh bien, c'est jamais symétrique. Un personnage, un autre, c'est-à-dire celui qui parle, s'il est vu par celui qui écoute. Comment ça se passe? Est-ce que ça change la façon d'écrire? Évidemment, si c'est un narrateur à l'écart qui dit un tel dit ça, un tel dit ça, ça peut éventuellement être symétrique. Mais même là, il y a des exercices à faire. Un livre que j'aime énormément, c'est Bernard-Marie Coltès, qui est mort en 89. C'est imprimé de façon posthume. C'est simplement des petits entretiens, des entretiens à des journaux, souvent de théâtre, des magazines de théâtre, à une époque où on ne se préoccupait pas de ce qu'il y avait dans Bernard-Marie Coltès. Il dit que comprendre de théâtre, par exemple, c'est un personnage dit une réplique, l'autre répond. Eh bien, la réponse, c'est pas on attend qu'il ait fini de parler, et puis on renvoie sa propre sauce. Non, c'est-à-dire on écrit ce que dit le personnage, mais le personnage qui se tait, lui, il travaille mentalement pendant ce temps-là. Et donc le moment où commute la voix vers le personnage suivant, ce qu'on commute, c'est comment il ressurgit à la parole depuis ce travail mental. C'est-à-dire non pas quelque chose qui s'oppose face contre face par rapport à ce qui a été dit, mais quelque chose qui prend acte, qui recouvre, s'approprie l'instance de parole, mais depuis ce que le personnage a fabriqué mentalement pendant que l'autre parlait. Quelquefois, Coltès, ça le conduit. Tu as écrit une réplique qui s'appelle « Oui », eh bien, tu respectes ta contrainte. Tu n'écris qu'une réplique par jour. Tu as écrit « Oui », eh bien, tu sors, tu vas au cinéma, et puis la suite à demain matin. Alors, progression, ce sera la première fois qu'ici, dans ces ateliers, on s'interroge sur le dialogue. Bon, non, évidemment. Par exemple, vous savez que dans les PDF, vous avez une petite chose que j'avais fait à la fois pour rire, parce qu'au début, je mettais ça comme une traduction sous le nom de Malte Holbrun, et puis après, je dis, bon, c'est plus la peine maintenant. Mais en travaillant sur les techniques américaines de creative writing, pour moi, évidemment, c'est hyper important. Appuyé sur ce livre historique, John Gardner, The Art of Fiction, avec ses 30 exercices, ça aussi, on s'en est servi. Eh bien, dans ces propositions sur le dialogue, je reprenais en gros les ficelles qu'on retrouve dans tous ces trucs de creative writing. Eh bien, par exemple, le dialogue, on peut le faire sans dialogue. Tu es de l'extérieur, il y a une vitre, tu n'entends pas ce qui se passe. De quoi ils s'expliquent, les personnages? Eh bien, on peut raconter une scène dialoguée sans faire du tout écho aux paroles, puisqu'on ne les entend pas. Vous croyez que c'est pas un bon exercice, ça? Ou bien le contraire. Ça, je crois qu'on l'a travaillé quelque part dans les cycles, à partir d'un livre de Nathalie Sarraute qui s'appelle « Vous les entendez ». C'est quoi le dispositif de « Vous les entendez » ? Deux personnages, là, dans une pièce,
Il y en a un qui est plus ou moins peintre, l'autre qui est plus ou moins auteur. On ne sait pas si c'est homme, femme, 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 homme, homme, etc. Mais en tout cas, il y a une certaine maturité. Il n'y a pas d'âge précisé. Et puis par contre, dans la pièce à côté, on est juste après 68, c'est un livre qu'elle publie en 72, eh bien c'est la fête, c'est les rires, c'est les bribes de voix qui sortent comme ça. Eh bien là aussi, le fait qu'il y ait la cloison et qu'on ait juste ce qui sort de l'autre côté, on a une proposition d'écriture de dialogue. Idem dans les exercices, je crois que c'est le petit cycle qui s'appelle Personnages, en tout cas tout ça est disponible sur le site. Très souvent, et je vous incite à faire cet exercice-là en flashback, en parallèle, ou à la place de celui que je propose. Mais évidemment, moi, c'est bien que je rajoute une pierre, et une petite pierre, et une petite pierre. Donc on va aller dans un nouvel exercice. Mais celui-ci, je l'adore. C'est-à-dire Charles Julier rencontre avec Samuel Beckett. C'est que Charles Julier rencontre 4 fois ou 5 fois Samuel Beckett. La première fois, il est un jeune auteur qui n'a rien publié, qui vit à Lyon, qui simplement a écrit à Beckett, et Beckett lui propose de venir le voir. Et puis ensuite, il y a cette grande interruption, parce que Beckett a le prix Nobel, et Charles Julier, qui a publié ses premiers livres, n'ose pas. Et Charles Julier, qui a publié son premier livre, n'ose même pas lui écrire. Pourtant, c'est la même simplicité. Et puis, vous savez que Charles Julier travaille un journal. Et dans ce journal, pour lui, faire écho à ses rencontres avec Beckett, ça lui semblerait un petit peu obscène ou impoli. Donc, 10 ans après la mort de Samuel Beckett, il reprend ces moments non publiés du journal, et ça s'appelle Rencontre au pluriel avec Samuel Beckett. Pourquoi j'en parle? Eh bien parce que tout ce que dit Beckett, même si c'est pas une onomatopée, mais je le pense aussi, une banalité, on va le transcrire avec précision. Par contre, ce que lui il dit, Charles Julier, il ne le retranscrit pas. Je lui avais demandé si, en langage indirect, mais tout ce qui se rapporte au contexte de la scène, de la veste de Beckett passe la manche de son pull, elle est usée, il y a de la laine qui se défait, eh bien, tout ça, on le note. De la même façon, la manière tendue de Beckett de regarder son interlocuteur qui lui parle, et puis, s'il doit prendre une réponse, de se tourner à la perpendiculaire et de lancer sa réponse au mur, et pas à l'interlocuteur. C'est ça qui fait la matière. Et là, pour moi, fabuleux. J'ai appelé cet exercice « Dialogue à un seul qui parle ». Allez y voir. Alors, ce que je voulais vous proposer aujourd'hui, là, justement, on est loin dans le cycle, c'est rodé. L'expression « filer le dialogue », ce mot « filer », comme dans toutes les acceptions qu'on peut lui passer, comme un filage, on dit en théâtre ou en chant, pour un spectacle. Je suis en train de lire ce livre, Laura Vasquez. Personne qui m'importe, parce que je l'ai découverte par des poèmes. Elle avait fait une suite de poèmes hommage à Donald Trump. Oh là là, du nanan. Et puis, elle faisait une suite de vidéos mensuelles. Chaque jour, elle enregistrait un mot. Mais comment elle était habillée, où elle était, etc., etc. Et puis, au bout du mois, on avait ces 30 mots qui redessinait, là encore, un texte. Elle a aussi fait toute une série de vidéos. Elle habite Marseille, un gars qui s'appelle Simon Alonno, je crois, qui lui habitait Lille. Il se retrouvait une fois tous les mois, ou tous les 2 mois, ou tous les 4 mois, pas souvent. Et puis, ils se mettaient à deux et improvisaient des dialogues. Je vous assure que ce travail de vidéo, pour nous, Laura est devenue une sorte de... il se passe là du fantastique, il se passe là de la langue. Je vous mets aussi dans la page qui accompagne cet atelier une vidéo où on avait travaillé ensemble à l'école d'art de Cergy. J'avais invité Laura Vasquez pour qu'on travaille avec une dizaine d'étudiants sur YouTube. Et elle était partie de Nathalie Quintane, de Christophe Tarkos, etc. Elle anime une revue qui s'appelle Muscle. L'été dernier, elle a fait aussi en ligne des ateliers d'écriture. Donc vous voyez que tout ça, il y a des convergences, des passerelles. Et puis, tout d'un coup, premier roman. D'ailleurs, le mot roman n'est pas marqué sur le livre. Et ça, des fois, tu prends ça avec un peu de réticence.
Ah, on est dans l'écriture, il faut que tu ailles faire tes preuves dans le roman. Heureusement, avec quelqu'un comme ça, c'est pas à ce niveau-là que ça se passe. N'empêche qu'il y a du lourd. Il y a plus de 300 pages. C'est au Seuil, édition du sous-sol. C'est une petite boîte, il y avait 2 petites boîtes comme ça, indépendantes de recherche contemporaine. Le Seuil a eu l'intelligence pour renouveler les pantoufles dans les couloirs, d'inviter ces maisons à travailler en autonomie, mais dans l'intérieur de la grande structure. Si c'est des choses comme la semaine perpétuelle qui en naissent, tant mieux. Alors, semaine perpétuelle, c'est cette idée aussi de circularité. Ça, c'est quelque chose de fascinant. Évidemment, il y a des épopées familiales. Regardez comme elle en parle. Le père rêve d'une éponge qui lave le passé. Ça, c'est Laura Vasquez. La mère est partie, il dit qu'elle n'existe plus. Sorti du monde, le fils poste des vidéos sur Internet et il écrit des poèmes. La fille ne supporte pas la réalité trop proche et toutes ces personnes qui avancent avec leurs millions de détails. Tout ce qui leur arrive est dans l'ordre du monde. Oui, c'est-à-dire que c'est vraiment l'univers de ces micro-fictions de Laura Vasquez qui s'épandent là et qui prennent leur dimension. Qu'est-ce qui leur donne cette dimension? Ce qu'on fait avec Internet, ce qu'on fait avec nos téléphones, ce qu'on fait avec nos mails, ce qu'on fait avec les posts Facebook, ce qu'on fait avec les vidéos, etc. Et donc là, il y a un matériau qui est de critique sociale. C'est pas son truc. N'empêche que partout, ça résonne, et que cette espèce d'emballement de choses aussi qui se renouvellent parce que si tu renouvelles pas le post Facebook, ça retombe. Mais c'est pas ça. Vous voyez, c'est un livre qui fait travailler la langue dans le bain de nos quotidiens. C'est symbolique, ses rêves sont fantastiques, l'excès des images, l'excès des voix. Salim postait ses rêves sur le réseau, rêve 572. Un mécanicien me fait signe, il me montre une porte, je rentre, c'est un garage, ma grand-mère est assise dans un fauteuil de fer, elle est entourée de plumes et de crânes qui volent, le ventre de ma grand-mère est transparent, il est rempli de câbles et de chargeurs qui bougent dans ses entrailles, elle sourit, elle me demande l'heure, je dis... Je ne sais pas, elle dit, demande à la dame, une femme touche mon bras, ses cheveux brillent parce qu'ils sont sales, elle a les lèvres roses, je lui demande l'heure, je dis, c'est pour ma grand-mère, la femme me prend sur ses genoux, elle me raconte sa vie, etc. etc. Vous voyez comment, d'images, de symbolique, de notions de rêve, le dialogue, là aussi, vient. Tout d'un coup, tu es dans le rêve et tu as un dialogue qui devient quelque chose de parfaitement plausible, là, dans l'instant même. Eh bien, la plausibilité du dialogue, rejaillit en amont pour faire que le rêve prend son instance de sa présence, son instance de réalité, son illusion par l'insertion même du dialogue. Mais justement, qui renvoie à ce point de départ que j'ai dit tout à l'heure. Le dialogue se marque dans le texte. Regardez le site, les publications. Ah, tu as une phrase qui est parlée, tu la mets en italique. C'est ça qu'on va déranger. Et on va la déranger sur ce point-là. C'est-à-dire que le dialogue, c'est un élément de la réalité qui nous entoure, comme les autres. On bouge dans le monde, on bouge dans les voix, on entend des voix. Ces voix sont la réalité, elles sont aussi ce qui nous distord, ce qui nous informe, ce qui permet de creuser ou de passer dans la réalité. Elles sont notre relation à l'autre, donc elles sont l'immédiat de la relation et de la réalité. Eh bien, quand elles sont saisies, mais ça je vous dis, ce n'est pas une invention de Laura Vasquez, mais prenons ce livre, parce qu'il nous parle là, dans l'immédiat, et puis on va utiliser cette non-reconnaissance du dialogue, c'est-à-dire un fil continu de la phrase. Vous verrez dans le petit extrait là, que je vais vous scanner pendant que tout ça sera en train d'exporter. Sarah releva la tête et elle dit « Comment tu sais ?
Oh, je l'ai lu, ma belle, je l'ai lu parce que je sais lire. J'ai vécu comme toi et moi, je savais lire, tu vois. Si tu étais moi, tu serais moi, on m'a souvent dit, etc. Et tu fais quoi tes journées? Je nourris les chats dans les terrains vagues. Tu as déjà vu des gens qui nourrissent les chats dans les terrains vagues? Peut-être, certainement, ma belle, certainement. Et c'est bien normal, tout le monde nous a vus, tout le monde nous croise, etc. Alors on nourrit les chats comme d'autres vont à la messe en signe d'appartenance. Ah, je ne savais pas. Tant qu'on l'a pas vécu, on ne peut pas savoir, etc. Ils veulent me ressembler. Pourquoi? Ils voudraient te ressembler. Oh, ça, ma belle, je ne sais pas, etc. Tu as quel âge? Tu me donnes 60? Oui, j'ai 35 ans, ma belle. Catherine souriait, des lèvres obscures, et elle dit, et toi, 19, qu'est-ce que tu fais alors? C'est une... etc., etc., etc. C'est-à-dire, il y a cette espèce de fil où on a le contexte de femmes qui échangent en parlant. Il y a le contexte, c'est quoi? C'est où elles sont, il y a ce qu'on voit, il y a leur réaction de l'une à l'autre, il y a les intonations, il y a de temps en temps les précisions. Catherine dit, j'arrête, non, fini. Est-ce que tu sais alors qui dit ça? Qui a dit non, fini? Qui a dit ah oui, c'est vrai, etc. Par contre, on peut avoir des précisions, comme quand je dis filage, c'est ça, qu'est-ce qui n'interrompt pas? Elle le dit avec un sourire doux comme un complément. Elle aspira ses lèvres à l'intérieur de sa bouche avec un bruit de succion. Ces deux éléments, là encore, qui sont dans une complexité. Elle le dit avec un sourire doux. Vous savez, dès que je vois des adjectifs, moi, je me méfie un petit peu. Elle le dit avec un sourire doux. Ça, c'est narrateur, narratrice à l'écart, le narrateur omniscient qui, de l'extérieur, vous dit à vous, lecteur. Elle le dit avec un sourire doux, mais c'est totalement subjectif. Est-ce qu'on montre le sourire? Non, on dit qu'il est doux, c'est juste ça. Comme un compliment, le comme, vous voyez, on reste dans cette espèce de distance. Et puis après, elle aspira ses lèvres à l'intérieur de sa bouche avec un bruit de succion. Ça, c'est un tic, c'est quelque chose qui marque, c'est de la peinture, c'est ce qu'on trouve dans les durs, c'est ce qu'on trouve dans Saint-Simon, ce qu'on trouve dans Rousseau. On entend ça à la radio aussi, pour ceux qui veulent parler doctement. J'exagère, mais oui, là on a deux niveaux de notation totalement différents. Elle aspira ses lèvres à l'intérieur de sa bouche avec un bruit de succion. Le son lui rappela peut-être les bébés, car elle dit, chaque fois que je rencontre un homme, je tombe enceinte, mais grâce à l'alcool, etc. Et puis l'autre qui interrompt, mon frère écrit des poèmes. Pour ça, ma belle, je m'en fous, je m'intéresse pas aux autres. Tu veux que je t'en lise un? Et vous voyez, on passe d'un personnage à l'autre, et c'est à toi, lecteur. Là aussi, c'est la leçon de Nathalie Sarraute. On peut faire confiance à Laura Vasquez, tout ça, elle le sait. C'est quoi la leçon de Sarraute? Tu veux que le lecteur il reste accroché à ton texte? Il faut qu'il soit en activité. Vas-y, dans la librairie, là, prends 560 romans de rentrée. Heureusement, il y en a des biens. Mais il y a la moulinette à eau tiède. Et la moulinette à eau tiède, c'est prénom, nom, machine dit que. Machin lui répond que. Ben non, Sarraute, c'est pas comme ça que ça marche. Elle dit, si tu ne détermines pas qui parle, ce sera au lecteur de construire, d'après les éléments qui lui sont donnés, pour savoir qui parle. Et c'est bien cette activité du lecteur qui fait qu'il avance, et c'est lui qui agit pour pousser la lecture. Alors est-ce que ça en fait un truc, un télo, tout ça? Non, franchement, c'est pas la... Elle fonctionne comme ce qu'on pétrit, comme ce qu'on pousse, elle est intégrée, et justement, c'est parce qu'elle est totalement intégrée, sans point de rupture, sans les guillemets, sans les italiques, sans les tirets, que l'oral et ce qu'on désigne, ce qu'on installe, fonctionne de façon continue. C'est cette notion de filage que je voudrais qu'on expérimente. Il posa le téléphone en équilibre sur son front. Il leva ses jambes en l'air, il dit « Tu crois qu'on pourra faire des captures d'écran dans les rêves plus tard? Tu crois qu'on aura Internet quand on sera mort? Est-ce que les morts ont Internet ? Tu crois qu'il y a combien de morts sur Internet? D'ici quelques années, il y aura plus de morts que de vivants sur Internet. Tu crois qu'Internet était où avant d'arriver sur Terre? Il tapote un rythme sur son écran. Elle lui donne un coup pour qu'il arrête. Il dit, avant les gens regardaient Internet dans leurs mains, ils s'asseyaient, ils ouvraient leurs mains, ils regardaient. Ou alors avant, c'était sur le plafond, sur des surfaces, un drap, la mer. Ils regardaient Internet partout, par la fenêtre, sur les voisins, sur les arbres. Plus tard, on mettra
Internet sous nos paupières, ensuite on mettra Internet dans notre cerveau, ensuite on fera pousser Internet dans les fœtus à l'intérieur du ventre comme un organe. Elle dit, à cette époque on se servait du corps pour tout. Il y a longtemps les choses n'avaient pas de nom, les rivières, les lacs, les fruits, les renards, un pied, la nuit, la pelouse. Les dents n'étaient que des choses dures dans la bouche, elles n'avaient pas de nom. Il fallait retenir les objets, leur forme, leur image, sans leur donner de nom. Tu ne trouves pas que les meubles ont un air malin? Je veux dire, tu ne trouves pas qu'ils ont un visage qui nous regarde avec un air malin, tu vois? Il fait le tour de sa chambre avec ses yeux. Tu crois que la rétine peut tomber de l'œil? Elle dit oui. Et elle s'allongea, elle roula. Il dit, dommage qu'on ne vive pas dans Internet, on verrait mieux, etc. Vous comprenez que je le défends, ce bouquin. Mais ce qui m'importe, c'est quoi? Il y a les deux personnages, il y a ce qu'ils font, il y a comment ils sont installés, ils font de leur corps, il y a cette espèce pour chacun de part subjective du dialogue, ce qu'on dit sans l'adresser à l'autre, et puis qui troue ça, mais dans la même continuité, la question qu'on pose à l'autre, l'adresse ou la demande qu'on fait à l'autre. Mais tout ça se joue dans cette continuité où vous, lecteur, vous allez reconstituer comment ils sont, qui ils sont, les visages, les fringues, et puis le ton des paroles. C'est pas « elle s'exclama », c'est pas, il n'y a pas de « s'il vous plaît », pas de point d'interrogation, pas de point d'exclamation. Souvenez-vous de la leçon de Racine. Allez réouvrir votre Racine, et puis regardez comment ils sont, les points d'exclamation, les points d'interrogation. C'est pas parce que une phrase est affirmative qu'elle ne va pas avoir un point d'interrogation. Et c'est pas parce qu'on pose une suite de questions qu'on mettra un point d'interrogation. Par contre, il y en a. Oui, mais ils définissent ce que l'auteur suggère à l'acteur de tenir pour dire. Donc, s'il vous plaît, pas de guillemets, pas de tiret, pas de point d'interrogation, pas de point d'exclamation. Oui, il y a des deux points. De temps en temps, il peut y avoir des « il dit »,« elle dit », mais même ça. Ce que je voudrais, c'est ce pétrissage, cette notion de filer le dialogue. Ouais, il y a deux personnages, ne vous compliquez pas la vie, passez pas à la foule. Où est-ce que vous allez les prendre, ces deux personnages? Dans ce que vous avez déjà écrit. On en est à la 10e proposition. Comment il n'y aurait pas un endroit qui appelle la parole? Parce que la parole des personnages est déjà dans votre texte, ou bien simplement parce que vous, en vous remémorant ça, même si vous parlez d'un objet, là dans la suite des textes qui en ce moment arrivent sur les récits de l'objet, ça appelle ces conversations. Je fais exprès de passer par Laura Vasquez parce que dans la tête ça déraille. On n'est pas dans de la parole fonctionnelle. On est dans l'univers aussi de en quoi tout le réel autour de nous, même quand on parle de choses très simples, comporte une part de symbolique. Et qu'on ouvre cette part de symbolique pour revenir à cette subjectivité qu'on étale là, sur la table de dissection. Et malgré ça, le dialogue a cette fonction d'utilité, de présence, d'illusion, de quelque chose d'implacable. Implacable comme le réel, implacable comme les personnages. Alors, synthèse, je me résume. Pensez que cette question du dialogue est hyper compliquée. Vous avez le PDF de Outils du roman, allez y voir. Vous avez le PDF de mon vieux livre d'il y a 20 ans. Tous les mots sont adultes. Alors tant mieux, il est là ce bouquin, mais aujourd'hui là, on rouvre, on lit, et ça se passe sur Internet, pas dans le bouquin. Bon, mais allez y voir comment je m'y prenais pour travailler les dialogues. Allez voir dans le cycle personnage, tout ça, je mets le lien aussi. Cet exercice que je proposais à partir de Charles Julier, rencontre avec Samuel Beckett. Si vous avez envie de vous exercer, faites cet exercice et puis dans 2 jours, revenez là. Et qu'est-ce que je propose avec Laura Vasquez? Il y a 30 livres dans lesquels vous trouverez cette démarche. Heureusement, ça fait partie de notre vocabulaire à tous. La question, c'est quoi? Le petit saut mental. On quitte le réflexe du dialogue et on utilise cette fonction du dialogue filé.
indistincte. L'oral, les choses, le narrateur, l'adresse, tout ça dans la même continuité de langue. Et cette continuité de langue, à vous, lecteurs, de vous débrouiller pour savoir qui a dit ça. Est-ce que c'est la réponse? Est-ce que c'est une information qu'on vous donne? Le texte est continu. Il s'agit bien d'une conversation que vous seul, auteur, savez à l'avance. Et nous, lecteurs, on va devoir la recomposer, ce qui nous est donné, qui comporte des paroles, qui comporte des réponses, qui comporte ce retour réflexif sur soi-même à l'intérieur de... On parle sans même se préoccuper de savoir si l'autre écoute. Et puis, toutes ces notations sur le visage, sur les mains, sur les lieux, sur la lumière, la fenêtre. Voilà ce que je vous propose. Merci Laura Vasquez. On s'embarque nous aussi dans ces dialogues. Et il est où le piège? Eh bien, puisque ce filage est continu, c'est où le réel? Eh bien, elle nous fait décoller du réel. Ça ne serait pas exclu que ça se passe aussi là, dans ce que vous allez écrire. Justement, parce que le dialogue est filé dans la continuité de tout le reste. De ce qu'on touche, de ce qu'on voit, de ce qu'on entend, de ce qui nous surprend. Et c'est à vous.